Donc, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons vous présenter un cas clinique. Un cas clinique qui a été publié en 2018 dans Nephron. C'est une femme de 33 ans, G1P1 sans antécédent d'hypertension artérielle, qui se plaint de céphalée, de palpitations, de dyspnée et de fatigue. L'examen clinique retrouve une dépression artérielle à 205/40 avec une rétinopathie hypertensive grade 3, une HVG diastolique. À la biologie, on a une anémie, une thrombopénie, LDH élevé, apto effondré, schizocyte à 2%, une insuffisance rénale, d'allure aiguë avec à l'échographie des reins qui sont de bonne taille, qui est bien différencié. Donc là, on est devant un cas typique d'HTA maligne associé à une MAT. La question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi ces deux entités se retrouvent chez la même patiente? Parce qu'ils ont en commun l'endothélium. L'endothélium qui a plusieurs fonctions, notamment 3. Il sert de filtre glomérulaire, il permet le contrôle de la coagulation et le contrôle de la vasomotricité. La MAT, c'est le résultat d'une lésion endothéliale. Soit il y a une agression directe au niveau endothélial, soit il y a une activation incontrôlée du complément, et tout ceci va aboutir à une dysfonction endothéliale, à une perte des fonctions endothéliales. Ou bien on a cette protéase qu'on appelle l'ADAMTase 13 qui est déficient, qui ne permet plus de cliver le facteur de von Willebrand, qui, lorsqu'il reste ancré dans la cellule endothéliale, va favoriser la survenue de caillots plaquettaires. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a une lésion endothéliale? On a des dépôts de fibrine et de plaquettes. Et les globules rouges qui, normalement, doivent circuler dans ces vaisseaux endommagés vont se fragmenter. Et là, on aura la définition de la thrombopénie par consommation et de la microangiopathie, de l'anémie hémolytique mécanique par la présence de ces schizocytes. Et en aval, on aura une hypoperfusion de l'organe, une ischémie et une activation du système rénine-angiotensine. Alors, l'endothélium et l'HTA, quand on a une activation du système rénine-angiotensine, l'endothélium va réagir en sécrétant des facteurs vasodilatateurs. Mais cette réponse endothéliale peut être dépassée ou bien la cellule est en dysfonction. Donc, il y aura des cascades de phénomènes inflammatoires, une certaine hyperperméabilité vasculaire, une activation, une libération de beaucoup de substances qui vont aboutir à la formation de la nécrose fibrinoïde et un œdème périvasculaire. Donc, tout ceci va expliquer les lésions qu'on va retrouver. Il y a un stress au niveau mécanique qui se passe lorsqu'on a une HTA maligne, puisqu'on a une augmentation de ce qu'on appelle les contraintes de cisaillement, c'est-à-dire le flux que le sang fait, la friction que le sang fait au niveau de la paroi. Et ça a été démontré au niveau clinique, puisqu'on a des facteurs tels que le fibrinogène, le P-sélectine ou le facteur de von Willebrand, qui sont retrouvés à des taux beaucoup plus élevés chez les patients qui font de l'HTA maligne. Et quand on traite ces patients, on a ces facteurs qui baissent. Donc, l'HTA maligne est associé à des lésions endothéliales, à une activation plaquettaire, à une coagulopathie, et tout ceci peut aboutir à des lésions endothéliales à type de microangiopathie thrombotique. Deuxième dénominateur commun, c'est le complément. Une activation incontrôlée du complément va entraîner des lésions endothéliales de microangiopathie thrombotique. Il existe des mutations pathogènes qui ont été identifiées dans plusieurs gènes qui codent pour la voie alterne du complément. Et il y a également des anomalies qui sont acquises, qui sont liées à la présence d'anticorps antifacteur B. Et ces anticorps sont liés à une délétion au niveau du gène du récepteur du facteur H. Donc, ce qui fait que ces anomalies, ces modifications des gènes de la voie alterne du complément vont entraîner une activation incontrôlée du complément et ce qui sera à l'origine de microangiopathie thrombotique. Donc, il y aura une certaine prédisposition à faire de la MAT, une prédisposition qui nécessite qu'il y ait au moins un facteur qui est déclenchant. Mais il y a également d'autres formes de MAT où on n'a pas une prédisposition. Les lésions qu'on retrouve au cours de l'HTA ne sont pas seulement liées au phénomène hémodynamique, mais il y a des phénomènes inflammatoires qui expliquent ces lésions d'organes. Et dans le modèle animal, on a retrouvé que l'augmentation de la pression artérielle active le complément. Premièrement, on a le système rénine-angiotensine-aldostérone qui, lorsqu'on a une libération de la rénine,
cette rénine a une activité C3 convertase, indépendamment des 3 voies d'activation du complément. La deuxième chose, c'est qu'il y a ce stress mécanique qui va induire une augmentation des pressions artérielles, laquelle augmentation des pressions artérielles vont entraîner des lésions cellulaires. Ces lésions cellulaires vont conduire à l'apoptose de la cellule et on sait que quand il y a une apoptose, on a une activation également du complément. Donc, complément et HTA, c'est prouvé et c'est identifié. Et chez les patients qui ont une néphroangiosclérose maligne, on a retrouvé des taux très élevés des composantes de la cascade du complément, tels que le facteur B, le facteur P, le C3A, le C5A, qui sont retrouvés à des taux élevés dans le sang comme dans les urines. Et le facteur H qui est effondré dans le sang et dans les urines. Et au niveau histologique, chez ces patients, on retrouve le marquage fort du C5B9 dans 90% des cas. Et ce marquage est localisé précisément au niveau de la paroi vasculaire, comme le montre la colocalisation avec le CD34. Et ce marquage n'est pas observé chez les patients qui font de la néphroangiosclérose bénigne ou dans le groupe contrôle. Et autre chose, il y a une corrélation qui a été identifiée chez les patients, une corrélation entre le taux urinaire de ces facteurs et la gravité des lésions endothéliales qui ont été identifiées. Tout ceci pour dire quoi? Qu'on a une expression rénale des composants du complément chez les patients qui font de l'HTA maligne. Troisième élément que ces deux entités ont en commun, c'est le système rénine-angiotensine-aldostérone. Il est connu que quand on fait de l'HTA maligne, on fait un hyperaldostéronisme secondaire. Il a été également prouvé que quand le taux de rénine est corrélé de façon positive au stigmate biologique de microangiopathie thrombotique. Et les patients qui font une MAT ont des taux d'aldostérone beaucoup plus élevés que les patients qui n'ont pas de MAT. Quatrième élément en commun, c'est l'activité ADAMTS 13. Il a été prouvé également qu'au cours de l'HTA maligne, on a une baisse statistiquement significative de l'activité ADAMTS 13 et que cette baisse était corrélée à la gravité de la MAT. Ceci étant dû à la libération du facteur de von Willebrand, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est libéré et qui va expliquer cette baisse de l'activité. Mais dans aucune étude, on a retrouvé des baisses aussi sévères comme ce qui est observé au cours du PTT. Donc, il y a une relation qui existe entre ces deux entités. Elles ont en commun des dénominateurs. Maintenant, comment la MAT va se présenter chez les patients qui font de l'HTA maligne? En termes de fréquence, quand un patient fait une HTA maligne avec une insuffisance rénale, on ne va pas aller forcément vers la ponction biopsie rénale. Donc, quand on rapporte les données de la MAT, c'est plutôt des données biologiques. Et là, on se rend compte qu'il y a une certaine variabilité. On est entre 5 et 44%. Et ceci est dû aux critères de définition qui sont utilisés selon les auteurs. Mais au niveau histologique, la MAT est fréquemment retrouvée au cours de l'HTA maligne à des proportions beaucoup plus élevées de l'ordre de 55%. Donc, elle est fréquente. Quand on compare les patients qui ont une HTA maligne avec MAT de ceux qui font de l'HTA maligne sans MAT, alors, il y a des caractéristiques. C'est des patients qui sont jeunes, qui ont des antécédents d'hypertension artérielle, mais une HTA qui est mal contrôlée, associée à une insuffisance rénale et un sédiment urinaire actif. Si on parvient à biopsier ces patients, on se rend compte que l'aspect clinique, ce n'est pas typiquement le CHU, mais c'est une insuffisance rénale avec un sédiment urinaire qui est très actif. Surtout avec la présence de l'hématurie qui est quasi constante et parfois on a des hématuries macroscopiques. Et au niveau histologique, on se rend compte que c'est une atteinte purement vasculaire, qu'on a une MAT, mais c'est une MAT vasculaire. On se rend également compte que néphroangiosclérose est isolée que dans des proportions faibles. Il y a souvent une lésion sous-jacente concomitante qui serait à l'origine de l'hypertension artérielle maligne. Donc, c'est une néphropathie vasculaire. La MAT a une localisation vasculaire et il y a souvent la lésion derrière qui est à l'origine de tout le tableau. Cette association, si on dit que la MAT est attribuée à l'HTA, normalement, si on traite l'HTA, on est en train de traiter la MAT.
Et il faut absolument traiter l'HTA parce que le pronostic rénal en dépend. Et on se rend compte qu'avoir une MAT au cours de l'HTA maligne, c'est en fait un facteur de bon pronostic. Il y a 2 grandes études qui l'ont prouvé. L'une a pris des critères biologiques, l'autre des critères histologiques. Et la MAT serait un élément de bon pronostic chez les patients qui font une HTA maligne. Pourquoi? Selon les auteurs, c'est que l'HTA maligne donne des lésions endothéliales aiguës. Donc, si on arrive à baisser rapidement les chiffres tensionnels, on va parvenir à résorber ces lésions, ce qui n'est pas observé si c'était des lésions qui sont anciennes, qui sont déjà chroniques. D'où l'importance, quand on a une MAT, de se dire qu'il faut absolument baisser les chiffres tensionnels pour espérer améliorer le pronostic rénal. Donc, la MAT attribuée à l'HTA maligne, c'est une HTA qui est sévère, qui est associée à une insuffisance rénale, donc c'est une MAT rénale, et il faut contrôler les chiffres tensionnels pour espérer résorber cette MAT, et finalement, avoir une MAT, c'est un facteur prédictif de réponse rénale au traitement antihypertenseur. On revient à notre cas clinique. La patiente a pu avoir 4 antihypertenseurs pour qu'on puisse contrôler ses chiffres tensionnels. Il y a eu disparition des signes de MAT, amendement des céphalées. On a même pu biopsier la patiente. Donc, vous voyez sur les images qu'on a la nécrose fibrinolyse en B, on a l'aspect en bulbe d'oignon en C et D, on a cette rétraction ischémique en A. Et même du point de vue évolutif, la créate AM30, AM20 et A16. Et le bilan étiologique est strictement négatif. D'accord? L'immunologie, la sérologie, le complément, l'imagerie avec le code Doppler des artères rénales, tout est normal. Donc finalement, qu'est-ce qui explique cette MAT chez cette patiente? En réalité, ce n'est pas l'HTA maligne. Parce que l'HTA maligne a des présentations chez les patients qui font de la MAT. Dans cette cohorte espagnole, les patients qui font une HTA maligne, chez les patients qui font une HTA maligne, la présence de la MAT est associée à une cause secondaire. C'est-à-dire, quand on a une HTA maligne, derrière, on va retrouver des causes secondaires. C'est le CHU, c'est tout à fait attendu, le CHU atypique, mais c'est également les HTA qui sont secondaires à des prises médicamenteuses ou à une maladie systémique, une glomérulopathie. Ils n'ont pas retrouvé de MAT chez les patients qui font une sténose de l'artère rénale dans le cadre d'une HTA rénovasculaire, pourtant qui est la 3e cause d'HTA maligne. Donc, à partir de ce papier, qu'est-ce qu'on peut dire? La présence de MAT chez les patients qui font une HTA maligne doivent orienter vers une cause sous-jacente à rechercher. Deuxième point, c'est quand on regarde l'ensemble des causes de MAT, finalement, l'HTA maligne n'est retenu qu'après avoir éliminé toutes les autres causes. Et d'ailleurs, quand on regarde l'histologie, on se rend compte qu'on a beaucoup de lésions qui sont pourvoyeuses d'HTA qui peuvent être sévères chez ces patients. Donc, lors de la présentation, le patient peut développer une HTA. Finalement, dans les données de la Mayo clinique, l'HTA maligne n'est retenu qu'à des proportions faibles. On est à 9%. En France, dans une cohorte de 564 patients, on est à 4% comme cause d'HTA maligne. Finalement, l'HTA maligne n'est pas une cause fréquente de MAT. Autre chose, si on analyse la présence d'HTA maligne ou la sévérité de l'HTA maligne selon la cause de la MAT, on se rend compte que les causes de MAT sont associées à des pressions artérielles normales ou légèrement, voire modérément élevées. Et que le PTT, bien que le PTT peut parfois avoir des ressemblances avec l'HTA, quand on consulte les grands registres, en réalité, les patients ne font pas d'HTA maligne. Il n'y a que le CHU atypique où on a la présence d'une HTA très sévère et la plupart des patients font une HTA grade 3 au moment du diagnostic. En termes de pronostic, l'HTA maligne, si on n'arrive pas à trouver une cause, on retient l'HTA maligne, elle n'influence pas sur le pronostic extra-rénal des patients, mais plutôt sur le pronostic rénal, parce que le risque de dialyse durant l'hospitalisation est multiplié par 4. Mais c'est la même chose qu'on observe chez les patients chez qui on a retenu comme diagnostic le CHU atypique. Il n'y a pas d'influence sur le pronostic rénal, sur le pronostic extra-rénal,
mais le risque de dialysé durant l'hospitalisation est multiplié par 4 ou 5. Et à M3, la proportion de patients qui sont en insuffisance rénale terminale, alors que leur mat est secondaire à l'HTA maligne, est similaire aux patients qui font un CHU. Donc, finalement, l'HTA maligne et le CHU atypique ont un pronostic rénal qui est similaire. Maintenant, dans les cohortes de CHU atypiques, on se rend compte qu'au moment du diagnostic, 65% des patients arrivent avec des chiffres tensionnels très élevés. Et après un fond d'œil, le diagnostic est redressé, on est à 53% d'HTA maligne. Mais ce qui est également important à noter, c'est que ces patients répondent bien sous le traitement dirigé pour le CHU atypique, qui est les inhibiteurs du complément, le crisivant. Et également, quand on compare les patients qui ont le CHU atypique avec HTA maligne avec CHU atypique et HTA maligne secondaire à autre chose, on a une insuffisance rénale qui est d'emblée sévère. Et l'HTA maligne au cours du CHU, c'est un facteur déclenchant au même titre que la grossesse, au même titre que le cancer, au même titre que les infections. C'est-à-dire, devant toute HTA maligne, on doit aller rechercher un syndrome hémolytique urémique atypique. Et quand on regarde les patients qui font de l'HTA sévère ou qui ne le font pas au cours du CHU, quand on ne les traite pas, le pronostic ne change pas. C'est la même chose. Les patients qui n'ont pas d'HTA maligne, si on les traite, on les met sous ocrelizumab, on a une survie rénale à 5 ans de 100%. Et quand ils ont une HTA maligne, la survie rénale ne change pas, sauf si on parvient à identifier des variants rares du complément. Et dans ce cas, on a un pronostic rénal qui est amélioré. Et dans cette cohorte française, avec le registre global syndrome hémolytique urémique, pour traduire en français, on se rend compte que dans les groupes des patients qui ont une HTA maligne, on a une progression de l'insuffisance rénale terminale plus élevée et on a une incidence de retrouver des variants du complément beaucoup plus élevés, de même que les anticorps antifacteur H. Et quand on traite ces patients sous ocrelizumab, on a une amélioration du pronostic et des outcomes cliniques de ces patients. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Que l'HTA maligne dans la MAT, c'est un diagnostic d'élimination. Que l'HTA maligne a le même pronostic que le CHU atypique. Que l'HTA maligne est très fréquente dans le CHU atypique et que l'HTA maligne dans le CHU atypique a une bonne réponse sous traitement à base d'inhibiteurs du complément. Donc, depuis quelque temps, il y a beaucoup de données qui sont publiées et qui sont en train de démontrer qu'il y a des mutations des gènes du complément au cours de l'HTA maligne. La première étude, c'est faite par une équipe européenne. Ils ont pu démontrer que chez des patients qui ont une MAT attribuée à l'hypertension artérielle, on a 6 sur 9 de ces patients qui présentent une mutation des gènes du complément avec des dépôts de C5b9 au niveau vasculaire et que la présence de ces mutations était un facteur de mauvais pronostic. Et depuis lors également, il y a beaucoup de papiers qui sont sortis et qui montrent des proportions non négligeables de variants rares des gènes du complément chez les patients qui font de l'HTA maligne. Donc, au vu de ces résultats, on peut se dire qu'il y a parmi les patients qui font une HTA maligne associée à une MAT, une certaine proportion de patients qui font en réalité le CHU atypique. Puisque le CHU atypique a plusieurs présentations. Il y a une présentation aiguë dans sa forme typique, entre guillemets, donc avec l'insuffisance rénale, la thrombopénie et l'anémie, mais il y a des formes où on a une insuffisance rénale chronique, une HTA très sévère sans pour autant avoir les stigmates biologiques de MAT. Donc, il faut faire attention, HTA maligne associée à une MAT, ça peut être révélatrice de CHU atypique. Et même si on retrouve des causes secondaires d'HTA maligne, on se rend compte que c'est des lésions, c'est des maladies qui entraînent une activation du complément. Donc, le complément joue un rôle important dans l'HTA maligne. Donc, chez notre patiente, ce n'était pas de l'HTA maligne. Les auteurs ont trouvé
par recherche génétique une mutation du gène qui code pour la thrombomoduline. C'est une mutation qui est très rare, qui est plutôt retrouvée chez les enfants qui font un CHU atypique de l'enfant, donc. Mais dans ce cas est intéressant puisque ces auteurs, malgré toute la présentation clinique, sémiologique, évolutive, sont allés plus loin et ont découvert que leur patiente avait un CHU atypique et pouvait bénéficier de certaines thérapeutiques qui pouvaient améliorer le pronostic rénal. Donc, c'était un CHU. Maintenant, finalement, l'HTA maligne et la MAT, c'est quoi? C'est quelle relation qu'elles ont? Alors, ce qui est sûr, c'est que les lésions endothéliales ont la capacité d'activer le complément. Mais les lésions endothéliales ont également la capacité d'activer et d'amplifier le système rénine-angiotensine-aldostérone. Et ceci est prouvé chez des personnes qui ont une perte de l'autorégulation d'organes, surtout au niveau rénal. Lorsqu'on a une perte de l'hémodynamie intrarénale, les lésions endothéliales qui découlent de l'HTA maligne peuvent réactiver et amplifier l'activation du système rénine-angiotensine, et il y a un boucle qui va se créer entre la lésion endothéliale, la survenue de MAT et d'hypertension maligne. Alors, le défi, c'est de démêler ce fil qui est emmêlé, parce que les deux sont des urgences. L'HTA maligne, il faut traiter rapidement pour améliorer le pronostic. La MAT, la même chose, il faut des inhibiteurs du complément. Mais il y a une certaine proportion de patients qui ont une HTA maligne et qui ont pourtant une MAT, mais il faudra rapidement les identifier. Alors, il y a une étude ex vivo. Ex vivo, c'est-à-dire ils ont pris le sérum des patients qui font une HTA maligne et ils ont pris des cellules endothéliales humaines dermiques et ils ont incubé ces cellules dans le sérum des patients. Et là, on se rend compte qu'il y a une formation anormale du C5b9 chez ces patients qui font l'HTA maligne à hauteur de 88% des cas. Et c'est cette même formation que vous voyez sur les images en vert qui est observée chez les patients qui font un CHU atypique. Et ce n'est pas observé au cours de la NAS, de la néphroangiosclérose bénigne, ni dans le groupe contrôle. Donc, comme on l'a montré tout à l'heure, cette formation de C5b9 peut orienter vers l'activation du complément chez les patients qui font d'HTA maligne. Donc, rien qu'en étudiant leur sérum, on peut identifier une certaine chose. Et la même équipe a fait ce travail c'est 26 patients, une petite étude, mais qui est quand même intéressante. Parce qu'en mesurant la formation du C5b9 au niveau des cellules endothéliales de ces patients, ils ont pu définir deux groupes de patients qui avaient une HTA plus MAT prouvée à l'histologie. Le premier groupe, c'est des patients chez qui on n'a pas vu de formation de C5b9. Et quand on fait l'analyse génétique, aucun de ces patients n'a présenté de variant pathogène. Et l'autre groupe, ils ont une formation, les patients ont une formation importante de C5b9. Et quand on fait la recherche génétique, dans 50% des cas, on a des variants du gène du complément. Et sur le plan évolutif, dans le groupe où ce serait une MAT non liée à l'activation du complément, on arrive à contrôler les chiffres tensionnels, on arrive à améliorer le patient du point de vue pronostic rénal. Alors que dans l'autre groupe, qu'on classifie les MAT médiés par le complément, en mettant le traitement antihypertenseur, on n'améliore pas le pronostic. Et ce pronostic est même très mauvais après une transplantation rénale. Donc, cette étude, elle est petite, mais quand même, elle est intéressante parce qu'on se rend compte maintenant qu'en mesurant la formation de C5b9 au laboratoire, on pourrait identifier deux groupes, la MAT liée à l'HTA, de la MAT médiée par le complément, chez des patients qui viennent avec une présentation clinique d'HTA maligne plus MAT. La deuxième chose également, c'est est-ce qu'il faut faire le test génétique chez tous les patients qui font une HTA maligne? Bah, si on regarde encore en profondeur cette étude, on voit que les patients qui font des HTA très sévères, 230 sur 130, chez qui, malgré des chiffres tensionnels très élevés, on arrive à contrôler les chiffres tensionnels, on arrive à normaliser
les stigmates de maths, on arrive à stabiliser la fonction rénale. Dans ce cas, peut-être ça ne serait pas nécessaire d'aller jusqu'au test génétique. On pourrait retenir le diagnostic de maths qui est lié à un stress mécanique des cellules endothéliales. Mais chez des patients chez qui l'histologie retrouve des thrombus glomérulaires, chez qui, malgré des antihypertenseurs, on n'arrive pas à contrôler les chiffres tensionnels, ou bien qui présentent une progression de l'insuffisance rénale, alors là, le test génétique pourrait se discuter. Donc, c'est un papier qui est intéressant et peut-être il y a d'autres choses qui pourront découler de ces travaux. Finalement, quand on regarde la frontière HTA maligne, syndrome amyloïdique urémique ou MAT médié par le complément, bah, c'est très difficile de déterminer là où commence l'une et là où s'arrête l'autre. Donc, l'HTA maligne, en plus de ça, partage avec certaines pathologies comme la prééclampsie ou la sclérodermie, bah, elle partage cette activation du complément. Et dans le CHU, on a une dysfonction endothéliale qui est beaucoup plus marquée, mais elle est retrouvée dans ces autres pathologies également. On a une activation, on a une dysfonction également du complément. Donc, il y a un chevauchement qui n'est pas encore clairement, en tout cas, qui ne sera pas facile à déterminer, mais ce qui est sorti de tous ces travaux, c'est que quand on a une HTA maligne, avec une MAT, il faut faire le bilan étiologique de la MAT et ne pas s'arrêter à que ce soit l'HTA maligne. Et il faudra peut-être définir des profils de patients chez qui on doit aller même jusqu'à faire des tests génétiques. Une chose également peut-être importante, c'est l'intérêt et la place de la ponction biopsie rénale chez ces groupes de patients. Puisqu'on l'a démontré, la néphroangiosclérose maligne, lorsqu'elle est associée à une MAT, tout est vasculaire. Donc, si c'est une MAT secondaire ou une MAT d'une autre cause, bah, le diagnostic pourrait peut-être se faire de façon histologique. Puisque quand on a une atteinte glomérulaire, surtout comme on l'a démontré, la présence de thrombus glomérulaires, peut-être là, on pourrait se dire que ce n'est pas tout simplement l'HTA maligne, qu'il y a quelque chose qui est derrière. Mais chose également qui va rester en suspens, est-ce qu'on pourra déterminer rien qu'à l'histologie si la néphroangiosclérose maligne est associée à une anomalie du complément ou non? Ça, je pense que ce sera quand même assez difficile à déterminer. L'un dans l'autre, on peut, à partir de tout ça, essayer de faire le diagnostic différentiel entre ces deux entités, mais encore une fois, ce sera très difficile. Peut-être ce qui pourra se faire, c'est voir sur le plan évolutif, puisque comme la MAT dans l'HTA maligne, c'est un facteur de bon pronostic, si on parvient à normaliser les anomalies juste en prenant des antihypertenseurs, on pourrait peut-être s'orienter vers l'HTA maligne comme cause de MAT plutôt que la MAT médiée par le complément. Alors, c'est une problématique qui nous concerne. Bien sûr, je remercie le futur docteur Mohamed Diouf, qui est en train de travailler avec docteur Bakariba sur la MAT rénale. Actuellement, c'est une étude quand même que je trouve très intéressante qui est en cours. Là, ils ont pu, à l'heure où je vous parle, collecter un certain nombre de patients et sur ces patients, on a identifié ceux qui ont présenté à la clinique une HTA maligne. Et ces patients-là ont une certaine présentation histologique et une certaine évolution. Donc, ça peut être le point de départ vers d'autres travaux qui vont nous permettre à notre niveau de définir des algorithmes, des procédures, parce qu'il faut traiter l'HTA maligne pour espérer avoir un bon pronostic rénal, mais si c'est du CHU atypique, il faut une autre prise en charge. Donc, il faudrait qu'on puisse identifier le profil de patient et pouvoir mettre en place très rapidement ces traitements et discuter de l'intérêt de biopsier les patients qui nous viennent en hospitalisation ou en consultation dans un tableau d'HTA maligne. Pourquoi ne pas mettre en place des procédures, des protocoles de normalisation rapide des chiffres tensionnels et de faire des biopsies protocolaires pour au moins avoir une certaine cohorte et d'avoir certaines caractéristiques qui pourraient être utilisées pour servir de recommandation à la sénégalaise.
Donc, c'est des propositions qui restent à être validées par des comités d'experts. L'un dans l'autre, ce qu'on peut retenir à partir de cette revue bibliographique, c'est que longtemps, l'HTA maligne a été considéré comme une cause de MAT, vu les lésions endothéliales. Mais actuellement, les données nous disent que la MAT dans l'HTA maligne, ce n'est pas toujours l'HTA maligne. Que l'HTA maligne déclenche l'activation du complément. Donc, si c'est une personne qui a une prédisposition génétique à faire un CHU atypique, alors l'HTA est un facteur déclenchant. L'intérêt de faire la recherche génétique à l'ère de la néphrogénétique, ça peut se discuter selon le profil du patient. Mais méconnaître le rôle du complément dans cette association, c'est ne pas traiter les anomalies et c'est de laisser le patient évoluer très rapidement vers une insuffisance rénale terminale. C'était le dernier diapo, Madame la modératrice. Je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai été dans les temps. Merci, Dr Niakhalem. Vous avez dépassé le temps d'à peu près 10 minutes, mais vu que c'était tellement passionnant, je n'ai pas voulu vous arrêter. Donc, nous allons ouvrir une série de questions, de contributions. Donc, ceux qui veulent parler peuvent lever la main. Donc, on va recueillir une série de 5 questions. Vous allez répondre et puis s'il y a une autre série, on pourra continuer. Donc, s'il y a des questions, c'était vraiment passionnant. Hein? Et ce sujet, ça nous interpelle tous. Hein? Je pense que les patients qu'on reçoit jeunes qui présentent une micro-angiopathie thrombotique, la plupart du temps, c'est des patients jeunes entre 35 et 45 ans maximum qui nous présentent dans un contexte d'HTA et qui ont des lésions de micro-angiopathie thrombotique histologique. Maintenant, le problème, vous l'avez soulevé, c'est la recherche étiologique avec l'exploration de la voie du complément qui, dans notre contexte, est très difficile pour des problèmes de moyens. C'est juste pour des problèmes de moyens. Maintenant, les tests génétiques également. Bon, je vais commencer par les questions. C'est quel test génétique qu'il faut faire? Parce qu'il y en a une plénitude, donc il faut rechercher des anomalies de facteur H, du facteur I. Quel test génétique? Quand on dit test génétique, c'est lequel qu'il faut rechercher? Ça, c'est la première des questions. La deuxième question, je pense que ça va être un peu piège. Donc, quand on a une MAT qui ne régresse pas après contrôle des chiffres tensionnels, donc on ferme les yeux et on dit que c'est une MAT qui n'est pas secondaire à l'HTA. Donc, si on se lance dans cette foulée, on se dira que presque toutes nos micro-angiopathies thrombotiques ne sont pas secondaires à l'HTA. D'autant plus que tu dis que lorsqu'il y a des thrombes glomérulaires, donc ce ne sont pas des MAT qui ne sont pas secondaires à l'HTA. Parce que la MAT secondaire à l'HTA, les lésions sont vasculaires. Là également, je te dis que le glomérule également, c'est un peloton de vaisseau. Est-ce que c'est les thrombies glomérulaires en tant que telles? Et s'il y a un thrombie sur l'artériole afférente qui draine ce vaisseau, qui irrigue ce glomérule, avec des lésions de micro-angiopathie thrombotique secondaire, c'est-à-dire une mésangiolise au niveau glomérulaire, un aspect en double contour au niveau glomérulaire, avec vraiment une rétraction ischémique du glomérule. Est-ce que ces lésions, on peut les considérer comme des lésions glomérulaires et dire que si on a ces lésions également, ce n'est pas secondaire à l'HTA? Ça, mes principales question, quoi. Ça m'intrigue. D'accord, j'y vais ou j'attends d'autres questions? Tu peux y aller, vu que je n'ai pas de main. D'accord. 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 Donc pour la première question, l'idée, ce n'est pas fermer les yeux. Hein. Quand on a une HTA, on met les antihypertenseurs, fermer les yeux. Quand on a une HTA
avec une MAT et qu'on met en place tout l'arsenal thérapeutique qu'on a pu avec tous les antihypertenseurs possibles. Donc là, on se dit que ce n'est pas que l'HTA maligne qui est à l'origine de tout ça. Il y a d'autres choses. Et là, c'est la question de la recherche étiologique qui doit se poursuivre. Il faut poursuivre le bilan étiologique. Maintenant, si dès l'instant qu'on a une insuffisance rénale avec anémie hémolytique dans un contexte d'HTA maligne et qu'on parvient immédiatement, comme on l'a dit, selon les recommandations, dans les 24-48 heures, on doit baisser les chiffres tensionnels. Donc, cela veut dire que dans les 24-48 heures, on doit sentir l'évolution favorable. Parce que la MAT, si elle n'est associée qu'à l'HTA maligne, est un facteur de bon pronostic. Et si on voit que malgré tout ça, on n'arrive pas à faire une bonne récupération, alors là, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière et qu'il faut aller chercher. Et là, je suis d'accord avec vous, chercher, mais il faut chercher avec les moyens qu'on a. Maintenant, on l'a montré également dans les premières diapositives, il y a des facteurs socio-économiques qui font que dans 90% des cas, chez les sujets noirs, parce qu'ils ont fait le travail entre sujets noirs et sujets de race blanche, entre guillemets, alors dans 90% des cas, on n'arrive pas à trouver le diagnostic. Et c'est ça qui est prouvé. Maintenant, quand on dit l'HTA maligne donne une masse vasculaire, bah, on est d'accord. Le glomérule, il y a une part vasculaire. Maintenant, les thrombis sont localisés au niveau vasculaire et précisément au niveau de l'artère intérieure ou de l'artériole afférente. Donc, quand il y a un thrombus au niveau de l'artériole afférente, donc cela veut dire que les capillaires glomérulaires ne sont pas irrigués, ce qui sera à l'origine d'une rétraction ischémique. Et ça, on l'observe effectivement au cours de l'HTA maligne, qui est une nasse maligne isolée. On voit et qu'on a une MAT qui est beaucoup plus, qui touche les vaisseaux, et qu'au niveau glomérulaire, c'est plutôt de la rétraction ischémique. Alors que quand c'est une MAT d'une autre cause, on a l'atteinte glomérulaire qui est au devant du tableau, avec les thrombis, avec une congestion capillaire, avec beaucoup de signes qui font plus glomérulaire que vasculaire. Donc, c'est ça qui est ressorti des différents papiers de néphropathologie, d'accord, et qui fait que du point de vue histologique, on pourrait faire un diagnostic différentiel. Mais encore une fois, ça reste hypothétique. Il y avait une troisième question. Je ne me rappelle pas. Professeur Maya, vous êtes là? Je pense que la troisième question, c'était par rapport au test génétique et puis au dosage du complexe d'attaque membranaire. Est-ce que ça se fait de routine ou c'est dans les labos de recherche que ça se fait? Bah, pour l'instant, c'est des labos de recherche. Hein. Oui, pour la mesure ex vivo du C5B9, c'est dans les labos de recherche. Parce que le travail qu'ils ont fait, ils l'ont fait entre les Pays-Bas et la Belgique avec les 26 patients. Donc, c'est pour l'instant à l'état de recherche, mais ça semble être prometteur hein, parce que ça permet d'identifier le plus rapidement possible les deux groupes. Et peut-être eux, ils ont certaines molécules qui leur sont accessibles et on verra la suite. Qu'est-ce que cela va donner dans la vie réelle? Et maintenant, vous avez posé la question, quels tests génétiques on fait? Habituellement, en termes de génétique, on utilise des panels. Hein? On utilise des panels. Bon, je ne vais pas entrer trop dans les détails parce que je ne suis pas trop douée dans ça. Mais il y a des sites par Internet. Hein? Il y a des panels qu'ils utilisent et qui font que, bon, ils vont chercher parmi ces panels des variants du complément. Voilà. Bon, peut-être Bakary, s'il a des choses à dire, il peut le dire. Mais c'est pas, j'identifie cette anomalie et je la cherche. Donc, c'est dans ce panel-là, on cherche beaucoup de choses et on identifie ce qu'on a trouvé, on essaie de faire des corrélations. Et même dans l'HTA maligne, on retrouve des variants rares, c'est-à-dire des variants des mutations au niveau des allèles qui ne sont pas si fréquemment retrouvés dans la population générale. Donc, on dit des fréquences alléliques de l'ordre de moins de 1%. Bon, Bakary va y revenir peut-être.
D'accord, donc notre généticien maison nous dira. Ouais. Je vois qu'il a levé la main. Oui, Bakary, c'est la seule main que j'ai vu lever, hein. Oui, il y a d'autres mains. Mustapha, s'il y a d'autres mains, tu peux me Oui, dire, hein, moi je vois. oui, Maria. Merci beaucoup, Nyakhalam, de ta présentation, de cette très belle présentation qui est très, très riche en termes de revue de la littérature. Je pense qu'on a bien révisé. Je commence par, enfin, là où vous avez terminé, hein, pour apporter peut-être un peu de contribution là-dessus, c'est quel test génétique? Ça dépend de la présentation clinique. Si on est vraiment devant un SHU atypique, vraiment caractéristique, c'est-à-dire il y a une histoire familiale, il y a cet HTA maligne, il y a un tableau de syndrome de microangiopathie thrombotique, en biopsie on tombe surtout. En fait, tout est typique. Là, on va vers le panel parce que c'est classique. On va vers le panel, on fait le panel, les différents gènes, et puis éventuellement, très souvent, on tombe sur la mutation sur le variant du complément. Si par contre, c'est beaucoup moins typique que ça, il y a cet HTA maligne, peut-être avec une insuffisance rénale qui progresse, là, on fait plutôt l'exome au lieu d'aller faire le panel parce que ce n'est pas caractéristique. On va faire plutôt l'exome. Donc, et souvent, la dernière présentation des SHU, on est devant une maladie rénale chronique vasculaire qui progresse très lentement, une néphropathie indéterminée, on va dire. Là, souvent, on fait le exome sequencing. Donc, ça dépend clairement de la présentation clinique. C'est ça qui va déterminer l'analyse génétique qu'on va prescrire. Si c'est vraiment typique, c'est le panel. Sinon, HTA maligne, insuffisance rénale aiguë, c'est plutôt l'exome. Et si c'est une MRC comme ça, indéterminée, on va faire le whole exome sequencing. Pour les questions, alors, quand je comprends les tests génétiques, on les fait surtout globalement quand on a un doute. Pour juste résumer, finalement, c'est surtout, enfin, quand on a un doute et qu'on est devant une matte qui persiste, pour être précis, qui persiste malgré le contrôle de l'hypertension artérielle, entre autres. Ça, je trouve que c'est un bon raisonnement. Mais ma question, c'est, alors, si maintenant on est devant juste une matte rénale, finalement, comment la démarche, est-ce que c'est la même? En tout cas, ça va être difficile parce que peut-être ça suppose qu'il faudra aller rebiopsier, voir quelque chose comme ça. Mais finalement, s'il y a une HTA et tu biopsies, tu tombes sur une matte rénale. Quelle est la démarche? Est-ce que c'est la même démarche ou plutôt cette fois-ci, il faut très rapidement aller vers l'analyse génétique sans forcément attendre ou contrôler ou faire quoi que ce soit? Voilà, c'est peut-être cette... si tu as des réponses, des éléments de réponse entre l'attitude à prendre en cas de matte systémique et l'attitude à prendre en cas de matte rénale particulièrement. La deuxième question, c'est plutôt une précision. C'est dans la présentation, il y a une étude où tu as dit l'HTA maligne et les SHU atypiques, globalement, même pronostic. Alors, juste une précision. Est-ce que c'est dans tous les deux groupes, c'était vraiment le pronostic sous traitement? Si oui, c'était quel traitement? Parce que ça paraît quand même très intéressant cette histoire. Si c'est le même pronostic, est-ce que c'était un pronostic sous traitement ou sans traitement? Et si c'était sous traitement, c'était quel traitement? Merci. Merci, Bakary. Je n'ai pas vu d'autres mains levées. Tu peux répondre directement. Hein. D'accord. Merci, Bakary, pour ces précisions. Hein. D'accord. Maintenant, par rapport à la première question, maths systémique, maths rénale, je pense que je l'ai précisé dans la présentation, puisque même dans la néphroangiosclérose maligne, on retrouve beaucoup de maths rénale, alors que forcément, ce n'est pas la présentation typique qu'on reçoit à la clinique. Ça, on l'a montré. Et les travaux qui ont permis de peut-être différencier maths médiés ou par le complément ou maths simplement lié à l'HTA,
il y a une preuve histologique de la MAT qui a été obtenue. Donc, ce n'est pas sur le plan biologique, mais c'est une HTA sévère chez qui on fait la biopsie, on tombe sur une MAT, et là, on fait l'algorithme décisionnel, entre guillemets, on essaie de voir quels sont les profils de ces patients. Donc, la démarche, c'est en tout cas, qui est en cours de recherche, c'est sur la base d'une HTA sévère avec une preuve histologique rénale de MAT. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'ils sont en train de dérouler. Et, encore une fois, la plupart des HTA malignes qui sont associés à une MAT, si la MAT n'est liée qu'à l'HTA maligne, normalement, on doit pouvoir avoir une résorption de la MAT, avoir une récupération rénale liée à la MAT, si on arrive à maîtriser les chiffres tensionnels. Je pense que si j'ai bien compris la question, j'ai apporté la réponse. La deuxième question, je ne me rappelle plus. Il y avait une deuxième question. Si tu peux me redire. Ah oui, en termes de pronostic. Alors, c'est le papier français qui... Pardon? Oui, vas-y, c'était par rapport au pronostic entre HTA et MAT échu atypique sous traitement ou en dehors du traitement. Je pense que tu l'as précisé en disant que c'était sous les patients qui étaient sous anticomplément, quoi, c'est 5,9. Les patients qui étaient sous exclus. C'est ça. En fait, dans la cohorte française avec 560 et quelques patients, il y a une proportion de patients chez qui on a retenu l'HTA maligne comme cause. Donc, on a essayé de voir quel serait le pronostic de ces patients. Et c'est là où on a vu que c'est le pronostic, en fait, c'est le risque d'avoir besoin de dialyse en cours d'hospitalisation qui a été évolué. Mais il y a également un autre papier qui a montré que dans la cohorte de patients qui ont un CHU atypique, en l'absence de traitement, quelle que soit la présentation HTA ou pas, c'est la même chose. Si le patient n'a pas d'HTA, on le met sous ocrelizumab, il y a une survie rénale presque à 100%. Si on a CHU atypique plus HTA maligne, de façon globale, on peut ne pas avoir une bonne évolution. Sauf si on identifie dans ce groupe HTA maligne plus MAT des variants du complément. Et dans ce cas, l'ocrelizumab améliore le pronostic rénal. Et dans un autre travail avec le registre global AUS, qui est un registre français du syndrome hémolytique urémique atypique, là également, les patients qui présentent une HTA maligne avec un CHU ont une incidence beaucoup plus élevée de développer ou de présenter des variants du complément par rapport aux patients qui ne l'ont pas. Donc, c'est ce qui pourrait peut-être expliquer certaines choses. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Oui, juste pour rebondir à la question précédente, c'était plutôt voir l'attitude à adopter quand tu es juste devant une MAT rénale. Parce que si devant une MAT systémique, par exemple, cas pratico-pratique, je reçois une jeune dame, voilà, quelque chose comme ça, HTA maligne et microangiopathie thrombotique biologique. Voilà, je traite l'HTA maligne 24-48 heures, ça se résorbe. A priori, je vais dire, c'est peut-être l'HTA maligne. Peut-être en vrai, c'est pas un SHU atypique. OK, parce que j'ai un élément de contrôle à la biologique que j'ai fait très rapidement. Donc, je suis moins enclin d'aller déclencher cette histoire d'analyse génétique. Alors, si je suis devant plutôt une MAT rénale, j'ai juste une HTA maligne, OK, je n'ai pas de MAT biologique et je biopsie le patient, je tombe sur une MAT rénale. Dans ce cas, tout de suite, je fais l'analyse génétique ou je traite l'HTA maligne et je rebiopsie. Parce que là, c'est une MAT rénale tissulaire. Est-ce que je ne sais pas si tu as mieux compris la question, c'est plutôt ça. J'ai très bien compris la question et je pense que j'ai répondu à la question et je vais revenir avec l'étude de Timmerman. D'accord. Avec les 26 patients. Là, c'est des patients qui ont une MAT histologiquement prouvée. Donc, c'est le cas de votre patient. La MAT histologiquement prouvée et c'est l'attitude qu'ils ont eue. C'est-à-dire,
un patient qui a une MAT avec une présentation histologique, si après prise en charge sur le plan de l'HTA, on a une bonne évolution, peut-être aller jusqu'au test génétique peut ne pas être indiqué. Mais si à l'histologie, il y a des lésions qui pourraient orienter vers une autre cause de MAT, là, il faut peut-être aller vers la recherche de cette autre cause, dont les tests génétiques pour voir est-ce que c'est un CHU atypique. Je pense que qu'ils ont appelé évolution, c'est rebiopsie et revoir les lésions, ou c'est plutôt la créatoprotéinurie? L'évolution clinique. L'évolution clinique. L'évolution clinique, insuffisance rénale, protéinurie, quoi. L'évolution clinique. D'accord. C'est la parole aux autres. Je pense que j'ai vu une main de Jean. Oui. C'est tellement passionnant que, voilà. C'est la qu'on a tous les jours avec Bakary, hein, en salle. Je pense que bien, j'ai vu ta main. Oui, professeur Maria. Oui, merci beaucoup, prof, pour la parole. Et nous remercions le docteur Niakhalen pour cette brillante présentation avec de très belles enseignements. Maintenant, Niakhalen, qu'est-ce qu'on retient? Cause ou retentissement à la fin? Vu que vous avez parlé que l'HTA maligne peut activer le complément et que, en conclusion, l'HTA est MAT. Qu'est-ce qui est cause, qu'est-ce qui est retentissement? Et d'autres remarques que je voulais faire, c'est que pour la MAT histologique, souvent, on a comme diagnostic principal la MAT qui est le résultat de la biopsie, mais souvent on a des lésions histologiques associées à une microangiopathie thrombotique histologique. Maintenant, ces MAT histologiques qui sont les retentissements d'une lésion X ou Y, est-ce qu'on peut faire la liaison entre ces MAT comme retentissement avec l'HTA maligne? Et que, bon, pour finir, souvent, la présentation clinique du patient diffère souvent avec les résultats histologiques. J'ai vu beaucoup de syndromes néphrotiques qu'on a biopsiés et on est tombé sur des MAT. On a des GNRP, présentation clinique, on a biopsié, on est tombé sur des MAT. Donc, les études à faire, j'ai vu tout à l'heure l'étude de Bakary qui est en cours. Je pense qu'il faut figer surtout sur les MAT histologiques parce que souvent, il y a la présentation clinique qui diffère un peu des résultats histologiques. Voici mes quelques remarques à faire par rapport à cette brillante présentation de notre collègue. Merci, Ahmed, pour les mots et pour les questions qui montrent l'intérêt. Bon, il y a une question que je n'ai pas bien compris entre l'histologie de retentissement et l'histologie de la présentation. Donc, peut-être si tu peux y revenir, hein, parce que je n'ai pas vraiment suivi cette question. Oui. D'après votre livre de la littérature, en fait, les MAT histologiques que les gens ont prises sont des MAT histologiques qui sont la lésion principale. Parce que dans beaucoup de résultats d'histologie qu'on reçoit ici, on peut avoir une lésion principale qui peut être une NTIC, par exemple, et que la MAT est associée à cette lésion de NTIC. Est-ce que dans votre littérature, les microangiopathies thrombotiques qui ont été fait l'objet de l'étude, c'était des MAT qui sont les résultats principaux des histologies? Je ne sais pas si vous avez bien compris. Bah, en tout cas, je pense que on l'a démontré. Hein. Ici, la première question, c'était est-ce que c'est cause ou retentissement? Et Ahmed, si tu as suivi, je n'ai même pas essayé de répondre à la question. Parce que c'est très difficile. c'est très difficile, finalement, de savoir qui est qui. Mais peut-être s'orienter sur certaines... En fait, c'est la tentative que les auteurs sont en train de faire devant juste la présentation clinico-paraclinique, sans pour autant aller à la génétique ou à des recherches beaucoup plus poussées. Est-ce qu'on peut faire un diagnostic différentiel? Pour l'instant, on est à ce stade de savoir est-ce que cette MAT-là, c'est lié simplement à l'HTA qui a entraîné des lésions endothéliales de façon mécanique, ou bien c'est tout simplement l'HTA du fait d'une prédisposition génétique qui a déclenché
ce qui était en sommeil chez le patient. Ça, la frontière est encore assez fine et on ne l'a pas encore identifiée. Donc, cette première question, je laisse à tout le monde le soin de me revenir en aide. Pour la deuxième question, alors, sur le plan histologique, la maths, elle a ses propres caractéristiques. Maintenant, quand on est devant une maths, il faudra faire le bilan étiologique. Maintenant, l'étiologie de cette maths peut se retrouver au niveau rénal. On peut bel et bien également faire devant une maths juste hématologique, faire un bilan étiologique et faire la corrélation. Et dans la plupart des études qui sont publiées, il y a juste une petite portion de patients chez qui on est allé jusqu'à la biopsie rénale. Parce que c'est des patients qui viennent avec des tableaux d'HTA des rénales. Donc, on lance un certain bilan étiologique et là, on assemble tout pour poser le diagnostic et mettre en place le traitement qu'il faut. Je pense que si c'est ça, c'était ça la question, que si j'ai répondu ou pas. Oui, Niakhalen, bon, excusez-moi pour ne pas monopoliser la parole. C'est que, en fait, voilà, c'était juste pour vous dire qu'il faut aller des fois jusqu'à l'histologie. Parce que la présentation clinique, souvent, voilà, la présentation clinique, souvent, on a des présentations différentes, comme un syndrome néphrotique, et que tu biopsies, tu tombes sur une maths. Donc, c'est pour cela, pour des travaux sur la maths, vraiment, il faut aller jusqu'à l'histologie. Je l'ai même dit dans le comité d'experts qu'on pourrait peut-être créer derrière, peut-être c'est faire un certain protocole de ponction biopsie rénale chez les patients. Parce qu'il y a un travail qui a été fait en France où on a biopsié les patients qui ont présenté une HTA maligne avec une insuffisance rénale. Et même si le patient est en dialyse, on l'équilibre et dans l'année, si on arrive à avoir de bons chiffres tensionnels dans l'année, on les biopsie, ça nous permettra d'avoir une certaine cohorte. Mais ça également, c'est protocolaire, ça doit être, en tout cas, ça doit être validé par un comité d'experts. Mais c'est quand même, en tout cas pour nous, le test génétique peut être difficile. Mais si on arrive à partir des présentations histologiques, si on arrive à définir des profils de patients selon leur évolution, selon leur présentation clinique a posteriori, peut-être ce serait intéressant. Donc, je suis d'accord, la biopsie doit se discuter dans cette association. Oui, en fait, Ahmed, pour te répondre, en fait, l'étude que Mohamed est en train de faire, c'est ça, en fait. On parle de l'état des lieux, toutes les maths qu'on a eu à faire, et après ces maths qu'on a eu à voir sur le plan histologique, après voir la présentation clinico-biologique, et puis on parle d'histologie, en fait. Donc, je pense qu'on attend ces résultats, et puis après, on verra qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, l'autre soubassement, c'est qu'on fait également maintenant ici de l'immunohistochimie et je pense que les marqueurs du complément peuvent nous permettre, lorsqu'on a ces maths au niveau histologique, de faire l'immunohistochimie avec les marqueurs du complément au niveau rénal et puis de voir. C'est bien possible ça. Et je pense que ce n'est pas si compliqué avec le professeur Dial de pouvoir le faire. Je pense que ça, si on, comme l'a dit, un groupe d'experts et puis qu'on réfléchit, on peut y aller. Parce que nos sujets sont trop jeunes, hein, c'est qu'il faut des maths qui sont très, très jeunes et puis la plupart du temps, ne récupèrent pas. Donc, je suis d'accord avec qu'il y a un soubassement de génétique. Même si l'HTA, comme tu l'as dit, c'est probablement le trigger qui est là. Il y a quelque chose qui était là, sous-jacent, une prédisposition génétique, environnementale ou autre, qui fait que lorsque l'HTA survient, les lésions de maths s'installent. Il faut y aller et envisager un protocole thérapeutique. Tout à fait. Tout à fait. Autre question, je n'ai pas vu d'autres mains levées. Bakary Faïs, si vous avez vu des mains levées. J'ai bien vu. Si les maîtres sont là, prof Nian, prof Farid, prof si c'est prof Sec, prof Tal, prof Kan, Yaya Kan, s'ils sont là et s'ils veulent prendre la parole, c'est ouvert.
Sinon, bon, on fait la synthèse et puis on se dit à la prochaine pour un prochain webinaire. Bakary. Oui, Maria. C'est bon? Non, non. Oui, c'est bon, hein, je ne vois pas de main. Je pense que... Nyankou, Sadio, j'ai vu la main. Il y a Nyankou. une main. Ouais. Oui, C'est bonsoir Nyankou. Maria, professeur. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. En fait, avant de commencer, je voudrais féliciter vraiment Nyaklen pour sa brillante présentation. C'est vrai que c'est un sujet vraiment d'actualité et auquel on est confronté tous les jours. Moi, ce que je retiens la plupart dans cette présentation, c'est que donc la prise en charge de l'HTA maligne avec tableau de maths souvent pose problème donc. Puisque s'il faut aller jusqu'à la biopsie, en tout cas pour faire la part des choses, c'est souvent, en tout cas à notre niveau de situation géographique, souvent difficile à faire. Maintenant, il peut arriver souvent que ces patients soient vus diagnostiqués et parce que du fait de la présentation du tableau clinique, c'est-à-dire une HTA très sévère, avec une insuffisance rénale qui est très sévère, qui souvent nous pousse à les maintenir en dialyse. Et ceci même peut même nous pousser peut-être même à les oublier dans les cohortes de dialyse et ne pas revenir en tout cas sur cette recherche technologique. Je pense que si on en revient à la présentation de Nyaklen, donc il y a beaucoup de patients qui peut-être même jusqu'à présent sont dans cette situation. Maintenant, moi, ce que je demande, c'est quel est l'intérêt de garder un patient, par exemple, pendant un certain temps, c'est-à-dire 1, 2, 3, voire 4 mois, par exemple, parce que ses chiffres tensionnels sont très élevés, son insuffisance rénale est très sévère. Est-ce que sur le plan rénal, il y a une possibilité de récupération ultérieure? Parce qu'à chaque fois, même quand on fait des contrôles, on se retrouve qu'ils ont toujours une insuffisance rénale qui est très sévère, qui peut-être nous pousse à les maintenir en dialyse. Ça, c'est un constat que j'ai fait pour, en tout cas dans la prise en charge des patients auxquels on est confronté. L'autre chose, c'est une question, peut-être, je ne sais pas si l'équilizumab que Nyaklen a parlé par rapport à la prise en charge des jus atypiques. Est-ce que cet équilizumab est disponible dans notre pays? Je ne sais pas, peut-être à Dakar, vous m'en direz. Quelle est la place de la plasmaphérèse? Ou bien c'est relégué au second plan? Voilà, c'était ces quelques remarques et peut-être dernière question que je voulais partager. Merci Maria. Merci Nyaklen. D'accord, merci Sadio, ça fait plaisir de t'entendre, hein? C'est bien. D'accord, par rapport à ta première remarque ou ta première question, est-ce qu'il faut faire la PBR systématiquement? Bon, ce n'est pas ce qui a été dit, hein? Parce que même dans les grandes cohortes, on ne biopsie pas tous les patients. Il y a des patients chez qui on ne biopsie pas, mais l'histologie peut être un argument de plus. Cependant, si le patient il vient avec un tableau clinique et qu'il y a les signes extra-rénaux, comme on a l'habitude de le dire, d'une maladie sous-jacente, bah, on peut y aller. Et habituellement, c'est ce qui se fait. On a une HTA maligne, on a une MAT, on fait le bilan étiologique et parfois, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'histologie. Mais dans d'autres cas, voilà, la question va se poser et le staff médical peut préconiser d'aller jusqu'à l'histologie et de faire encore d'autres recherches du point de vue immunohistochimique et même du point de vue microscopie électronique. Donc, tout ça, c'est bien possible, hein? Il ne faut pas qu'on se limite dans notre zone géographique, entre guillemets. Mais, c'est-à-dire, chaque patient qui vient, il y a une discussion qui doit se faire et parmi les éléments dont on a besoin, peut-être la PBR chez nous pourrait nous aider mieux que de demander un test génétique parce qu'actuellement, ce n'est pas encore si accessible. Concernant les patients qui nous viennent acheter à maligne, mat rénal, d'emblée, on les pousse en dialyse, c'est la meilleure attitude qu'on peut leur offrir parce qu'ils sont dépendants de la dialyse. Mais tout en faisant tout pour que les patients puissent récupérer, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas une anémie,
qu'il ait un bilan hydrosodé qui est dans les normes, qu'il ait les antihypertenseurs qu'il faut, qu'on puisse les surveiller régulièrement et qu'on puisse évaluer chaque semaine leurs besoins de dialyse. C'est difficile parce que nous ne sommes pas nombreux, on fait beaucoup de choses à la fois, mais l'attitude, c'est d'identifier ces patients et d'évaluer leurs besoins de dialyse de façon régulière. Et il y a des séries de cas qui ont été publiés qui montrent que des patients peuvent rester longtemps en dialyse pour récupérer partiellement sur une longue période. Je pense que chacun de nous a au moins une fois vu un patient qui a fait plus de 3 mois ou même 6 mois, 1 an en dialyse et qui a secondairement eu une récupération partielle qui a fait qu'on a pu le sortir de dialyse et le surveiller avec une enzyme résiduaire, mais quand même, il a pu échapper un peu de ces séances d'épuration. Donc, c'est-à-dire, quand on a ces genres de patients, il faut qu'on soit patient, nous, les praticiens, et qu'on ne les oublie pas, comme tu as dit, en dialyse, qu'on essaie de peut-être faire un registre, ouvrir un registre, le confier à quelqu'un, à chaque fois qu'on a ces genres de cas, de les identifier, et comme ça, la personne qui est chargée pourra, de façon régulière, activer les différents centres et leur dire, il y a tel patient, comment il évolue. Comme ça nous permettra de travailler ensemble, en petit nombre, certes, mais en équipe, on pourra faire beaucoup de choses. Concernant la plasmaphérèse, je pense que dans tout le travail, je n'ai pas voulu entrer dans ce détail. Dans les cohortes européens, même dans le cas clinique que je vous ai présenté, le patient qui vient acheter à maligne mat avec une insuffisance rénale sévère, ils font de l'échange plasmatique en attendant que la dame stage 13 revienne, en attendant que le tableau puisse s'éclaircir. D'accord? Donc là-bas, c'est systématique entre guillemets. D'accord? Ici, on peut également, et je l'ai proposé dans le diapo de proposition, il y a des cohortes où ils font de la plasmathérapie, c'est-à-dire ils font des perfusions de PFC. Pourquoi pas essayer cela? Pourquoi pas faire un protocole d'étude de patients qui ont une HTA maligne avec MAT, qui n'évoluent pas très bien sous antihypertenseur sur un délai qu'on aura déterminé et les mettre sous plasmathérapie. L'échange plasmatique, c'est disponible à Dalal Jamm. Pourquoi pas faire une certaine organisation avec un point focal et discuter avec les hématologues qui l'ont ici à Dalal Jamm. Et s'il y a un profil de patient qui se dégage, d'abord passer par l'échange plasmatique pour après réfléchir à voir si on le sort ou pas, etc. Donc, il y a beaucoup de questions et de questions qui sont en suspens dans la littérature, mais il y en a beaucoup plus dans nos contextes. Et tout ça, c'est des échanges comme ceux-là qui vont nous permettre de définir des procédures et des protocoles. Je pense que tout ça, c'est bien possible, puisque ça existe, pourquoi pas faire des échanges entre spécialités, parce que la machine, elle est là et elle est disponible. Prof Maria, si vous avez des choses à ajouter dans ça. Non, c'est bon, mais les PFC, nous, on l'utilise. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de l'utiliser, mais nous, des fois, on l'utilise. On a eu à l'utiliser, je pense, pour 1 ou 2 personnes qui avaient des maths. Et puis, on le faisait, on le fait, ça, c'est faisable. Et puis, ça, c'est disponible chez nous. Donc, on le fait maintenant. Après, les échanges plasmatiques, tout ça, on verra avec les protocoles thérapeutiques qu'on aura fait. Mais pour cela, il faut faire un état des lieux. Et puis, est-ce que les échanges plasmatiques, c'est pour les PTT+, avec les anticorps anti-ADAMTS13, comme tu dis, qu'on fait maintenant. Est-ce que c'est systématique? Ça doit être systématique, c'est le point d'interrogation. Et même, il y a les autres, ils mettent tout, Soliris, échange plasmatique, c'est tout. Et nous, on n'a pas tout ça, donc il faut qu'on réfléchisse d'abord. En tout cas, je félicite pour cette brillante présentation et également, je félicite
le comité de Néphro continue hein, pour avoir initié ce programme. C'est un long programme. Je pense que Bakary après va le partager, mais c'est des sujets qui nous posent problème hein, quand on y réfléchissait. C'est des choses pratico-pratiques qui nous posent problème. On s'est dit pourquoi pas ne pas les sortir. Donc, la maths et l'HTA Mali, donc c'est notre quotidien, sujet jeune qui arrive comme tout le monde. Hein. On met en dialyse, on se dit est-ce qu'il va récupérer, est-ce qu'il ne va pas récupérer. La maths qui est à l'origine de la micro-angiopathie thrombotique. C'est l'HTA qui est à l'origine de la micro-angiopathie thrombotique ou c'est la maths qui est à l'origine de l'HTA. La réponse, on ne l'a pas encore. Il faut y aller jusqu'au test génétique, jusqu'au dosage et les C5B9 pour y arriver, mais on verra. On verra. En tout cas, félicitations à tous et puis du courage. On est encore loin, mais petit à petit, on y arrivera. Inch'Allah. C'est mon point de vue. Bakary, Moustapha, si vous avez des choses à rajouter avant qu'on ferme. On va continue. Hein. Ça, c'est qui, ça? Arlin, c'est qui? Arlin. Oui, Maria. Non, je pense que, moi, je n'ai pas, j'ai pas de, je pense que je vous laisse conclure, hein. Je n'ai pas de mots, sinon on va se dire dans un mois, avec un autre thème aussi, probablement, si je n'ai pas oublié, sur la micro-angiopathie thrombotique et grossesse. Je pense que ça doit être ça, à moins que je me trompe. Le sujet qui blesse également. Le sujet qui est très chaud, mais on verra. D'accord. Donc, Moustapha, c'est bon? Il n'est pas là, Moustapha. Oui, c'est bon. Oui, Nana, c'est bon. C'est bon, OK. Allez, donc, à la prochaine et puis portez-vous bien. Merci. Ciao. Bonne soirée. Ciao. Au revoir. Et à tout le monde.